Alors, donc aujourd'hui, on va vous présenter avec ma collègue Janice le label intérieur. Et donc, on va évidemment être sur le sujet de la qualité d'air intérieur en faisant un focus sur ce que Imolab donc, a développé avec un label spécifique. Donc, Imolab, c'est une société créée en 2017 et qui en fait n'a qu'une vocation, c'est de gérer ce label intérieur et de labelliser les opérations qui suivent ce référentiel intérieur. Donc on est deux à vous présenter ça aujourd'hui. Moi-même, qui suis responsable des relations publiques d'Imolab, je suis en freelance. Par ailleurs, je suis consultant en bâtiment durable et je travaille pour Imolab. Et puis Janice Orero, qui est du coup est responsable technique et qui est une des cofondatrices du label intérieur, euh, qui existe depuis 2017. Sur la qualité d'air intérieur, donc moi je vais être plutôt sur la partie générale et administrative, Janice plutôt sur la partie technique de cette présentation de ce matin. Sur les enjeux de la qualité d'air intérieur, bon, je pense que vous avez déjà un certain nombre d'éléments, enfin, vous connaissez un certain nombre d'éléments. Il faut savoir que, évidemment, la respiration et l'air qu'on respire est un de nos besoins vitaux et même un des principaux, puisque si en termes de nourriture, on peut tenir quasiment un mois sans manger, bon, en forçant un peu, mais en tout cas, le corps humain est capable de supporter environ 30 jours de jeûne complet. Pour la boisson, c'est plutôt c'est quelques jours, hein, 3 à 5 jours. Par contre, pour respirer, évidemment, au-delà de 3 minutes, c'est compliqué. Et au-delà de 3 minutes sans respiration, le cerveau commence à avoir des dommages. D'où l'importance de la qualité d'air intérieur, de cet air qu'on respire tous les jours, qu'on respire dans des milieux très souvent confinés, ce qu'on soit au bureau, chez soi, dans les véhicules, on passe en moyenne 80% de notre temps dans ces espaces et on considère que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. D'où l'importance de gérer le sujet. Pour gérer ce sujet, il y a un certain nombre de démarches qui l'ont pris en compte. Donc, ce sont les labels environnementaux qu'on connaît, HQE sous sa forme tertiaire, sa forme habitat, le BRIM, le label international d'origine anglaise. Bon, Minergie, on n'en parle plus trop, mais c'est un label qui existe encore en Suisse. Et puis des labels qui sont plus des labels on va dire, d'exploitation de vie dans les bâtiments, qui sont les labels WELL, Osmose, qui n'est pas indiqué là. Et puis là, il y a le LEED aussi, qui est un label international d'origine américaine sur le bâtiment. Alors, donc, on a des labels environnementaux, mais ils sont très larges. Et on a à peu près 7% des exigences de ces labels qui concernent la qualité d'air intérieur. Et en plus, souvent, c'est complètement optionnel. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher un label BRIM, un label HQE ou une marque HQE sans forcément aller chercher les éléments, les points ou les crédits qui correspondent à la qualité d'air intérieur. Donc, vous pouvez faire un très bon bâtiment HQE BRIM sans forcément avoir un bâtiment qui réponde, on va dire, à des normes suffisamment importantes en termes de qualité d'air intérieur. D'où la démarche ensuite qu'a menée Imolab pour créer un label spécifique qui est le label intérieur. Tu peux passer, Génis? Voilà. Donc, le label intérieur permet de s'assurer en fait, de la mise en place de l'ensemble des éléments permettant d'avoir une bonne qualité d'air intérieur. Et on verra, on le voit en dessous, mais on a des référentiels qui s'appliquent à la construction et à la rénovation. C'est Imolab, donc l'organisme de labellisation qui ne fait que ça, qui est détenteur de la marque intérieure
et qui gère du coup l'ensemble du label en termes de référentiel et en termes de processus de labellisation. Et il y a 5 applicatifs qui sont sortis au fur et à mesure des années depuis 2017. Ça a commencé sur le neuf avec le logement, logement neuf et maison individuelle en bande, puis maison individuelle diffuse. Le bâtiment tertiaire neuf est arrivé en mai 2022 et depuis cette année, le début d'année, février, on a un référentiel, enfin 2 référentiels plutôt, un sur le logement rénové, un sur le bâtiment tertiaire rénové. Donc voilà les différentes possibilités. Donc on couvre par là l'ensemble de la construction et de la rénovation en France. Je crois qu'il y a encore une autre slide derrière là-dessus, Janice, il me semble. Et pas du tout, mais c'est pas grave. Le label, du coup, est pas sorti comme ça de nulle part. Et Imolab s'est appuyé sur une expertise qu'il y avait en interne, mais aussi en externe, avec des experts donc de tout horizon, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des institutionnels, des usagers, pour construire donc ce label intérieur. Il est donc né à Toulouse en 2017, mais évidemment, il a vocation à être utilisé sur l'ensemble du territoire national. Et on est sur une réponse sanitaire importante sur l'enjeu de la santé publique dans les bâtiments. Et je te laisse la parole, Janice, pour la suite. Bonjour à tous, je vais désormais vous parler du volet technique du label intérieur. Alors il faut savoir que quel que soit le référentiel, donc on en a 5, les thèmes qui sont identifiés sont toujours les mêmes. Donc il y a un thème qui se veut transversal, qui est la sensibilisation des différents intervenants. Un thème qui en découle, qui est l'intégration du bâtiment dans son environnement immédiat. Et de là découlent 2 thèmes techniques, un qui a trait d'abord aux produits matériaux de construction et un qui fait vraiment un focus sur la ventilation. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes les exigences phares de chaque thématique. Donc dans la première thématique, le but c'est de emmener tout le monde ensemble à mieux faire. Donc on essaie d'impliquer absolument tous les acteurs de la construction. Il y a pas mal de petits outils de sensibilisation et pas mal de réunions qui sont prévues en conception et en chantier. Le but étant d'amener aussi bien le maître d'ouvrage que l'architecte, que les entreprises qui vont faire les travaux et même après les usagers finaux et la personne qui fera la maintenance de l'opération en question. À titre d'exemple, en exigence phare, nous avons déjà des réunions de sensibilisation. Une qui sera pour l'équipe de conception, qui se fait à peu près au moment de la PSAPD, et une qui se fera en cours de chantier auprès des entreprises de travaux pour qu'elles puissent garantir justement que la mise en œuvre soit conforme par rapport au cahier des charges initial. Il y a également un document qui fait support de sensibilisation qui s'appelle la charte chantier de qualité de l'air intérieur. Dans ce document, il y a un récapitulatif par lot de ce que les entreprises doivent en termes de bonnes pratiques et ce qu'elles doivent également en termes d'autocontrôle. Donc il y a des choses toutes bêtes sur où est-ce qu'on découpe les matériaux, comment on les stocke. Et il y a également des points qui exigent, par exemple, que la personne qui met en œuvre la ventilation doit faire mener un contrôle pour confirmer qu'elle est conforme. Il y a ensuite le carnet de santé du bâtiment qui va être à destination du futur gestionnaire. Le futur gestionnaire, en fait, il a un tableau récapitulatif qui lui dit qu'est-ce qu'il doit entretenir dans le temps et à quelle périodicité. Le but étant de pérenniser la démarche dans le temps. Il y a également pour les bâtiments tertiaires une formation qui est prévue du futur gestionnaire pour qu'il s'approprie bien le bâtiment et qu'il comprenne les enjeux qui ont été abordés sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. On a également des kits de sensibilisation pour les futurs usagers finaux. Donc pour le logement, c'est pas illustré là, mais c'est un guide de bonne pratique, en fait, qui est rédigé sur la forme d'idées reçues et qui leur permettent de mieux comprendre l'enjeu de la qualité de l'air intérieur et de comprendre ce qui a été mené sur le projet. Et on a créé également un kit de nudge, c'est-à-dire des outils incitatifs qui permettent de changer les comportements sans qu'on le vive comme une contrainte. Et ces nudges, c'est un espèce de kit d'autocollant qui est à mettre en œuvre sur un bâtiment tertiaire pour sensibiliser justement dans le quotidien des gens au sujet de la qualité de l'air intérieur. Donc vous avez un petit nudge qui est illustré en bas de diapo qui indique qu'il faut
penser à ouvrir régulièrement les fenêtres. Donc c'est un petit autocollant qu'on colle sur la fenêtre et voilà, un petit regard de temps en temps nous fait penser que ça vaut toujours le coup d'aérer. Et vous avez une petite illustration également sur la droite de la diapo, sur les affiches qu'on a créées avec une association pour faire en sorte que la mise en œuvre soit conforme sur chantier. Le thème 2, c'est l'intégration du bâtiment dans son environnement immédiat. Il y a 2 étapes successives. La première, le but c'est de faire une analyse de site. Cette analyse de site-là, elle va permettre de recenser toutes les contraintes potentielles du site, justement en termes de pollution. Est-ce qu'il y a de la pollution des sols? Est-ce qu'il y a de la pollution de l'air? S'il y a de la pollution de l'air, quelle est-elle? Est-ce que c'est du trafic routier? Est-ce que c'est la présence d'un établissement polluant? Est-ce que c'est la présence d'un local particulier, type une station essence, voilà, qui peut émettre des polluants? Et également les distances, pour savoir s'il y a une influence ou non potentielle sur le site. En fonction du recensement de ces contraintes, on va adapter la construction. C'est la raison pour laquelle le plus facile, entre guillemets, c'est d'engager l'opération le plus tôt possible dans la démarche de labellisation. Il y a également quelques focus sur quelques thématiques, dont notamment tout ce qui est confort d'été. Pourquoi on s'intéresse au sujet du confort d'été quand on parle de qualité de l'air intérieur? Parce qu'en fait, un bâtiment qui surchauffe, c'est un bâtiment dont les matériaux vont avoir tendance à plus dégazer. Et du coup, il peut y avoir une dégradation de la qualité de l'air intérieur. Il y a également, spécifiquement pour les bâtiments tertiaires, toute une réflexion qui est menée sur la création d'espaces extérieurs. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un établissement scolaire, que l'on peut labelliser intérieur, on va faire en sorte que les espaces extérieurs soient prévus pour que les enfants puissent faire classe à l'extérieur de temps en temps. Parce qu'on sait que en général, l'air est plus pollué à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur. Donc voilà, on crée une infrastructure extérieure qui permette aux enfants de passer véritablement du temps dehors et de façon confortable. Il y a tout un focus également sur la végétalisation du site. Pour quelle raison? Parce que les plantes peuvent émettre des allergènes et qui peut provoquer des réactions allergiques et du coup dégrader la santé des usagers. Donc il y a toute une réflexion qui est menée sur la végétalisation pour pas qu'il y ait de risque pollen trop important et également pour à faire également un focus sur tout ce qui est système racinaire pour ne pas venir dégrader notamment la structure du bâtiment et avoir des remontées d'humidité. Il y a d'ailleurs un gros zoom sur le sujet des moisissures parce que c'est un vrai sujet sur chantier, le développement de moisissures. Donc on fait attention à plein de choses, au temps de séchage des matériaux, à la bonne mise en œuvre de la coupure de capillarité, par exemple. Et après, il y a des exigences sur les emplacements des locaux à pollution spécifique. Tout ce qui est local ordures ménagères, locaux parking, locaux reprographie. Voilà, ces types de locaux qui peuvent amener une pollution un peu particulière. Il y a des exigences sur le sujet pour éviter la propagation de la pollution de ces locaux spécifiques vers les habitations ou les bureaux. Tout dépend du type d'usage qu'on a du bâtiment. Le troisième thème, c'est vraiment un focus sur les matériaux. Là, le but, c'est vraiment de limiter les sources de pollution intérieure. Et pour limiter les sources de pollution intérieure, il faut choisir les matériaux les moins émissifs possibles. Donc il y a pas mal d'exigences sur l'étiquetage des matériaux pour être sûr qu'ils émettent le moins de polluants possible. Bien entendu, on se repose sur l'étiquetage réglementaire qui existe en demandant une note A+ sur tous les matériaux en contact avec l'air intérieur. Il faut avoir conscience que c'est plus du tout une contrainte comme ça a pu l'être au moment où c'est sorti cet étiquetage. Et maintenant, il y a beaucoup de matériaux qui disposent de l'étiquetage A+. Il y a eu un vrai effort de l'industriel qui a été fait et ça couvre vraiment largement tout le panel de matériaux dont on a besoin sur un chantier. Il y a quelques étiquetages supplémentaires en fonction du type de matériaux. Et c'est également dans ce thème qu'il va y avoir l'exigence de mesure de qualité de l'air intérieur à réception du bâtiment. Quel que soit le référentiel, on mesure toujours les 3 types de pollution, c'est-à-dire la pollution chimique, la pollution biologique et la pollution physique. Donc la pollution physique, ça se traduit par la mesure des particules fines. On s'est intéressé pour le label intérieur à mesurer les particules vraiment très fines. On va jusqu'au PM1, donc ça veut dire diamètre aérodynamique de 1 micromètre.
parce qu'on sait que ce sont des particules qui pénètrent très profondément dans le corps, qui peuvent même jusque circuler dans le sang, et qui peuvent avoir un impact sanitaire assez important. On mesure également tout ce qui est pollution biologique, parce qu'on sait que c'est un vrai phénomène courant sur le chantier, donc notamment le prélèvement de moisissures et levures. Et pour les polluants chimiques, on mesure l'indice, enfin les COF totaux, c'est-à-dire la somme de tous les composés organiques volatiles. Ça donne un ordre d'idée du niveau de contamination chimique d'un local. Et on mesure également deux polluants phares que l'on retrouve très communément dans les lieux de vie intérieurs, quel que soit l'usage, que sont le formaldéhyde, une substance cancérigène qui est particulièrement émise par tout ce qui est panneaux de bois, mais pas que. Et également le benzène, qui est également cancérigène, qui peut être issu de processus de combustion et également être utilisé comme solvant dans des matériaux. Et j'ai oublié d'en parler, il y a également une rubrique sur tout ce qui est équipement, notamment les équipements de chauffage et de climatisation, euh, sur tout ce qui est régulation de la température, pour éviter de se retrouver dans des situations où le bâtiment pourrait surchauffer parce qu'il y a un problème de réglage à la base, toujours par rapport au dégazage des matériaux. Le dernier thème fait vraiment un focus sur la ventilation. Le thème précédent, grosso modo, on essaie de limiter les sources de pollution intérieure. Le dernier thème, on essaie de les diluer le mieux possible. Donc on est assez contraignant sur le volet de la ventilation, aussi bien en conception qu'en mise en œuvre. Par exemple, en conception, on demande que soient dressés déjà à ce stade les plans du réseau de ventilation. Pour quelles raisons? C'est pour anticiper un peu tous les problèmes que l'on peut retrouver au moment de la mise en œuvre. Par exemple, on a une surface de panneaux photovoltaïques implantée qui est assez conséquente. Si on n'a pas anticipé l'implantation du système de ventilation, on peut être gêné, se retrouver avec un réseau très tortueux qui engendre de la perte de charge, qui peut être plus sujet à des défauts d'étanchéité à l'air aussi. Et du coup, on se retrouverait avec un renouvellement d'air ou bouche qui ne serait pas bon. Il y a également tout un volet sur le choix du système de filtration en cas de ventilation double flux notamment. Le but étant de choisir un niveau de filtration qui soit adéquat par rapport à la pollution extérieure. Et enfin, en mise en œuvre, on demande tout un tas de contrôles, notamment des contrôles qui vont au-delà du réglementaire, comme le test d'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation. Donc vous avez des illustrations sur la droite de la diapo, où vous voyez un test. Donc en fait, le principe, c'est un petit ventilateur qu'on relie au réseau de ventilation. On met en surpression ou en dépression, en fonction du type de réseau que l'on teste. Et ça permet de quantifier la quantité de fuite qui s'opère au droit de l'enveloppe du réseau de ventilation. Parce que si on a plein de petites fuites tout au long du réseau de ventilation, on peut être sûr qu'on n'aura pas le bon débit au niveau des bouches de ventilation. Donc obligation d'obtenir une classe A. Je te laisse la parole pour la partie Oui, administrative, Yann. merci Janice. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que n'hésitez pas à poser des questions soit via la conversation ou via l'onglet questions et réponses, hein. On y répondra à la fin du webinaire. Donc le label intérieur, il a une particularité, c'est qu'il va s'appuyer sur un accompagnement important du maître d'ouvrage par l'intermédiaire donc d'un métier qui est le métier d'AMO intérieur. Ces AMO intérieurs vont être du coup formés et validés par Imolab pour leur permettre d'accompagner le maître d'ouvrage sur l'ensemble du processus le processus, on va le voir après, mais en tout cas l'ensemble des thématiques dont vous a parlé Janice juste avant. Et donc, c'est une particularité de ce label d'avoir ces AMO spécifiquement dédiés à la qualité d'air intérieur et connaissant le référentiel intérieur correspondant. Et c'est Imolab qui va être chargé en lien du coup avec le maître d'ouvrage et l'AMO intérieur de valider différentes étapes du label et in fine d'attribuer le label intérieur ou pas, hein, en fonction des éléments que le maître d'ouvrage et l'AMO intérieur vont porter à la connaissance d'Imolab.
Alors, le processus, il tient en fait en plusieurs points de validation avant la réception. Donc, on va être on va dire du processus de conception initiale le plus en amont possible jusqu'à la réception et aussi un peu en exploitation, plutôt sur les outils d'accompagnement. Euh, et donc, vous allez avoir des validations aux différentes phases. D'abord en phase programme du bâtiment, en phase conception, en phase chantier, en phase réception. Et c'est après la phase réception qu'on pourra avoir la labellisation définitive. À noter qu'à chaque fois, donc, il y a des éléments, des échanges et des éléments à fournir à Imolab permettant de valider ces différentes phases et donc, in fine, d'obtenir, si tout va bien, le label intérieur. Et c'est pas un label qui est obtenu dans une pochette surprise, hein, il faut vraiment respecter l'ensemble des éléments du référentiel. Euh, donc, on a les 5 applicatifs dont on a parlé tout à l'heure. Et notamment sur les bâtiments tertiaires, vous avez le champ d'application, le champ de labellisation sur les tertiaires qui sont indiqués là, hôtellerie, petite enfance, bureau, enseignement, centres médico-sociaux. À noter que euh, comment dire, la problématique ou plutôt l'intérêt, l'importance de la santé et de la qualité d'air intérieur est particulièrement crucial dans les bâtiments recevant du public et notamment dans les bâtiments recevant du public aux âges, enfin des enfants en fait, donc de la crèche jusqu'au lycée. Euh, voilà, il y a un enjeu particulier et donc une cible pour nous qui est importante en termes de qualité d'air intérieur. Voilà, ça ce sont du coup les formations pour devenir AMO intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un AMO intérieur, ça va être quelqu'un qui est souvent en bureau d'études et qui va ajouter cette compétence on va dire à son panel de compétences et qui va pouvoir devenir AMO intérieur en suivant des formations qui sont 3 demi-journées en fonction du référentiel. Et au bout de ces 3 demi-journées, il y a un quiz qui permet de valider la, 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 la compétence d'AMO intérieur. Et donc, vous avez là les dates pour le logement neuf, la rénovation et le tertiaire neuf. Logement, rénovation et tertiaire neuf qui sont en février, avril et juin. Le coût de la labellisation, donc on a essayé d'avoir un coût qui est absorbable, hein, ça couvre, on va dire, un peu tout juste le coût vraiment pour Immolab, le coût de fonctionnement pour Immolab de ce label intérieur. Donc on a quelque chose ici qui est très progressif en fonction de la taille des projets, de manière à essayer de s'adapter et de pouvoir être absorbé dans les différents coûts de labels ou autres démarches qu'il peut y avoir sur les bâtiments. Donc, vous allez aller de 3 000 à 10 000 euros sur le logement et de 5 000 euros à 10 000 euros sur le tertiaire, avec, pour des surfaces importantes, un devis qui est réalisé sur demande. Et je te relaisse la parole, Génis, pour les références. Oui, c'est juste pour terminer, c'est pour vous illustrer deux projets qui sont engagés dans la démarche de labellisation. Déjà, la première opération dont je voulais vous parler, c'est une opération de logement donc qui se situe vers Nantes, qui est l'opération SICO, qui est portée par LP Promotion. C'est une opération qui est extrêmement intéressante parce que très ambitieuse d'un point de vue environnemental. Il y a eu un effort qui a été fait sur d'autres sujets que la qualité de l'air intérieur, mais du coup, il a fallu voir les compatibilités. Notamment, le projet est en construction bois. Qui dit construction bois dit inertie légère. Qui dit inertie légère dit risque de surchauffe et du coup dégazage des matériaux, du coup dégradation de la qualité de l'air intérieur. Donc il y a vraiment une vraie réflexion qui a été menée sur le sujet. L'équipe de conception est allée assez loin. Ils ont fait d'ailleurs une STD pour évaluer le confort d'été. Et ils ont ramené de l'inertie en prévoyant un cloisonnement en briques de terre crue intérieure. Donc voilà, un point extrêmement intéressant, aussi bien sur le volet du confort d'été que la qualité de l'air intérieur.
Et ils sont même allés un peu au-delà dans le choix des matériaux. Donc nous, on a tout un tas d'étiquetages sanitaires à respecter. Et eux, ils ont voulu en plus avoir des matériaux biosourcés. Donc voilà, le biosourcé peut être complètement compatible avec la qualité de l'air intérieur. C'est juste à étudier. La seconde opération dont je voulais vous parler, c'est une école qui est portée par la ville de Courbevoie. La ville de Courbevoie, c'est un maître d'ouvrage qui nous a fait confiance assez vite. Donc ils avaient engagé déjà le projet en tant que projet pilote. Là, il y avait des vraies contraintes extérieures en termes de pollution. Voilà, on est en pleine ville avec une densité, donc une réelle pollution atmosphérique présente. Et du coup, il y a vraiment tout un travail qui a été fait sur le niveau de filtration de l'air entrant et également sur les débits de ventilation. Voilà, il y a un surdimensionnement des débits de ventilation qui a été fait parce que c'est un établissement aussi qui accueille de la petite enfance. Donc il y avait ce regard à avoir et pour permettre de ne pas diminuer les performances cognitives des élèves qui vont ensuite occuper le bâtiment. Et pour ce faire, il y a également un monitoring du dioxyde de carbone qui est mis en place dans une grande partie des salles de classe et dortoirs pour alerter s'il y a un niveau de confinement qui est trop élevé et qui pourrait du coup engendrer des troubles chez l'enfant et même chez le personnel, bien entendu. J'en ai fini pour les références. Vous avez nos coordonnées si vous le souhaitez, donc notre site internet, notre mail d'entrée. Voilà, et vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. N'hésitez pas à prendre la parole. Si vous avez des questions, on n'est pas très nombreux, donc honnêtement, vous pouvez défaire votre micro et poser la question en direct. Il n'y a pas de problème. Donc dites-nous si vous avez des questions. En attendant, je vous indique juste dans la conversation, il y a eu ce matin une émission en Radio Imo où je suis intervenu avec Nicolas Blondet qui s'occupe de cette émission qui s'appelle Élémentaire, mon cher Nico, avec un jeu de mots comme dans le label intérieur sur alimentaire à hier à la fin. Et je vous mets juste le lien sur le podcast qui permet d'avoir une vision un peu plus large sur le côté plutôt réglementaire et label autour de la qualité d'air intérieur. Voilà, je vous mets le podcast à disposition si vous voulez continuer à avoir plus d'informations sur cet aspect-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Non? Après, n'hésitez pas à revenir en aparté si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées par la formation aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire au petit mail en question. On prendra un plaisir de vous répondre. Oui, Moi, j'ai n'hésitez une pas. petite question. Oui, allez-y. Excusez-moi. Déjà sur la slide pour les formations, c'est marqué 2026. Est-ce que vous pourriez me confirmer 2025 par contre. Ah oui, Pardon, c'est une c'est écrit. erreur C'est une erreur, complètement. c'est 2026. Oui, C'est c'est du moi qui fais ça. 2026. C'est C'est une mis à erreur de jour. frappe. Et C'est mis à puis, jour sauf sur l'année. d'accord. Et puis, moi, j'ai entendu parler aussi de la démarche écrin Oui. et je voulais savoir quelles sont les différences entre vos deux démarches. Alors, en termes d'exigence, on a quand même des démarches qui sont assez proches. C'est plus la manière, comment on s'y prend pour labelliser. En fait, dans le label intérieur, on a des exigences très concrètes avec des modes de preuve très concrets aussi, entre guillemets, et c'est soit tout noir, soit tout blanc, c'est-à-dire que 100% de nos exigences doivent être conformes. Donc tout le cahier des charges doit être coché pour prétendre à la labellisation intérieure. La démarche écrin, ce n'est pas le même principe. En fait, c'est une démarche qui est raccrochée à une démarche environnementale qui s'appelle bâtiment durable, donc qui est adaptée à chaque région. Et c'est un système à points. On peut choisir le niveau d'excellence que l'on veut viser, avec alors, des systèmes de médailles, si je ne dis pas de bêtises, enfin or, argent, etc. Et du coup, on n'est pas obligé d'aller chercher les points partout. Voilà, on peut D'accord. être moins ambitieux ou très ambitieux. C'est au choix de l'équipe de conception à la base. D'accord. Mais les thèmes abordés sont quand même relativement proches, les exigences se ressemblent, même si forcément il y a quand même des différences. Voilà, je ne sais pas si ça répond assez à votre question. Oui, oui, très bien. Très bien, je vous remercie. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous notamment si vous êtes intéressé par les formations d'AMO intérieur. C'est vrai que c'est
une compétence complémentaire qui est intéressante pour les bureaux d'études. Bon, que les bureaux d'études, mais en général, c'est quand même plutôt des gens en bureau d'études qui prennent cette compétence en plus. Et voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste donc il n'y a pas d'autres questions. Il me reste juste à vous remercier d'avoir participé du coup à ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une excellente fin d'année, puisqu'on est déjà à début décembre, et des joyeuses fêtes à tous. Et puis, on espère que vous aurez l'occasion de revenir vers nous, soit en cette fin d'année, soit en début d'année prochaine. Voilà, merci pour votre attention. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.